porter sur moi et embrasser Binge Audio pour moi. Nous sommes à Tokyo le 19 novembre 2018. Un homme en costume sombre, menottes au poignet, avance entre deux agents. Autour de lui, les caméras s'agitent. Dans la foule, on entend un journaliste japonais hurler dans le micro. « Carlos Ghosn, président de Nissan et Renault, vient d'être arrêté !» En quelques secondes, le monde entier découvre qu'un des PDG les plus puissants de son époque vient de tomber. Connaissez-vous l'histoire de Carlos Ghosn ? Carlos Ghosn naît en 1954 au Brésil. Son grand-père, Bichara, avait quitté le Liban des décennies plus tôt pour tenter sa chance dans le commerce des matières premières au cœur de l'Amazonie, ouvrant ainsi à la famille une nouvelle voie vers la prospérité. En 1960, alors que Carlos a 6 ans, sa mère décide de revenir s'installer au Liban. Ce retour semble marquer un nouveau départ, jusqu'à ce qu'un drame vienne bouleverser leur existence. Le 18 avril, le corps d'un prêtre est retrouvé, criblé de 2 balles, au bord d'une route près de Beyrouth. La veille, une Peugeot couleur crème avait été aperçue dans les environs. L'enquête conduit rapidement à Georges Ghosn, père de Carlos, agent de change et homme d'affaires. Selon les autorités, le prêtre se serait associé à Georges dans un trafic de diamants africains avant de réclamer une part jugée excessive par son partenaire. En quelques mois, la vie de la famille s'effondre. En 1962, Georges Ghosn est condamné à mort par pendaison, peine ensuite commuée en 15 ans de prison. Dans les années 70, profitant du chaos de la guerre civile libanaise, il disparaît dans la nature. Carlos n'a que 8 ans. Cet épisode le marquera durablement et influencera plus tard son rapport au monde, le besoin de briller, de prouver sa valeur. Durant cette période difficile, sa mère Rose élève seule Carlos et ses 3 sœurs dans un cadre strict marqué par l'absence du père et l'obligation de tenir bon. À 17 ans, déterminé à tracer sa propre voie, Carlos quitte Beyrouth pour la France. Il intègre d'abord Polytechnique, puis l'école des mines de Paris. Il découvre alors un univers radicalement différent, celui de l'aristocratie française, avec ses codes subtils et l'importance des réseaux, parfois aussi déterminants que les résultats. Le choc culturel est profond, mais Carlos s'adapte, apprend vite et applique avec une rigueur presque militaire les principes inculqués durant son enfance. Nous sommes en 1978. La France sort d'une décennie de crise pétrolière. Les usines ferment, les coûts des matières premières explosent et même les géants vacillent. Michelin, empire familial du pneu, symbole d'excellence industrielle, doit se réinventer. Depuis Clermont-Ferrand, l'entreprise tente de s'adapter à un monde où le prix du caoutchouc grimpe plus vite que les ventes. Il faut produire moins cher, réduire les effectifs, repenser les méthodes. C'est dans ce contexte que Carlos Ghosn, jeune ingénieur fraîchement diplômé, fait son entrée. Carlos Ghosn, surnommé le Cost Killer, a sauvé Michelin en fermant les usines les moins rentables. Sauvé, ou plutôt sacrifié, car derrière chaque succès, des milliers d'emplois disparaissent. Mais dans les bilans comptables, ce n'est pas ce qui compte. Dans les dîners d'affaires, Carlos Ghosn devient un modèle, celui du patron qui ose, qui tranche. Cette froide efficacité attire l'œil d'un autre grand industriel, Louis Schweitzer, patron de Renault. En 1996, Renault n'a plus rien du fleuron triomphant d'après-guerre. L'entreprise, longtemps protégée par l'État, croule sous la bureaucratie et les pertes. Là aussi, les usines ferment, les syndicats s'opposent, les ingénieurs fatiguent, les ouvriers s'essoufflent. Les Français n'achètent plus ces voitures et les étrangers s'en éloignent aussi. Renault, symbole d'un capitalisme social à l'ancienne, a besoin d'un électrochoc. Schweitzer le sait. Alors il recrute Carlos Ghosn comme directeur des opérations. Mission, sauver un constructeur vieillissant
et prouver que là encore, un patron peut oser couper pour faire renaître. En 1996, Renault a un trou de plus de 5 milliards de francs dans sa caisse. Carlos Ghosn réorganise la production, sans état d'âme. La fermeture de l'usine de Vilvoorde en Belgique, c'est lui. Dans les autres sites, on met en place le flux tendu des voitures qui sortent à la demande. Pour le gestionnaire, la compétitivité est avant tout affaire de vitesse. Résultat, Renault a renoué avec les bénéfices, économisé 9 milliards de francs l'an dernier et le prix de ses voitures a baissé. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de là, le désastre se joue chez Nissan. L'un des plus grands constructeurs japonais est au bord du précipice. Des années de pertes, des dettes colossales, une direction paralysée. Bref, les dirigeants cherchent un partenaire, mais ils essuient refus sur refus. Puis, Renault se présente. Un constructeur français pour sauver un titan japonais. L'idée surprend. Elle inquiète même. Mais Renault arrive avec un atout. Carlos Ghosn. Les Japonais se renseignent, ils observent, envoient des délégations, et ce qu'ils découvrent les stupéfie. Un dirigeant capable de réduire les coûts sans sacrifier l'innovation, de trancher sans trembler. Carlos Ghosn, lui, n'a rien demandé. Il n'a même jamais mis les pieds au Japon. Mais le défi le fascine. Redresser Nissan, un constructeur 4 fois plus grand que Renault, c'est une mission presque impossible. Et c'est précisément ce qui l'attire. Lors des négociations, Nissan pose une condition inattendue. Si Renault investit, Carlos Ghosn doit venir au Japon en personne. Schweitzer accepte, et Ghosn aussi. Nous sommes en mars 1999, et le contrat est signé. Renault rachète 36% de Nissan, et Carlos Ghosn, le cost-killer français, prend l'avion pour Tokyo. Le Japon ne le sait pas encore, mais son futur sauveur vient d'atterrir. Le mariage entre Renault et Nissan inquiète fortement les salariés du numéro 2 japonais de l'automobile qui craignent des licenciements. Demain doit arriver à Tokyo Carlos Ghosn, le numéro 2 de la firme française. Sa mission, restructurer Nissan qui accumule une énorme dette. En scellant son union il y a 2 semaines avec le constructeur japonais, Renault a prévenu, pas question de porter à bout de bras une entreprise plombée par près de 200 milliards de francs de dette. Très vite, ces méthodes radicales portent leurs fruits, du moins pour les actionnaires. Des usines ferment, des cadres partent, les dettes s'effacent. Carlos Ghosn fait raser des usines, supprime plus de 20 000 postes. Du jamais vu dans ce pays, très attaché à l'emploi à vie. Pour le gouvernement nippon, Carlos Ghosn est l'homme providentiel, celui qui ose faire le sale boulot. En moins de 2 ans, Nissan retrouve le chemin de la rentabilité. Les médias japonais le surnomment bientôt Ghosn-san, le sauveur venu d'ailleurs. Sa rigueur et sa froideur deviennent les signes d'un nouveau mythe industriel. Et ce mythe dépasse vite le monde de l'automobile. Dans les conférences, les magazines, les talk-shows, Carlos Ghosn devient une icône mondiale du leadership moderne. On le cite dans les business schools, on étudie son modèle Ghosn, mélange d'audace et de rationalité brute. Son visage s'affiche sur les couvertures de Forbes ou du Time Magazine. Des figurines à son effigie se vendent dans les boutiques japonaises. Le patron Carlos Ghosn devient un produit dérivé. Le 1er mai, Carlos Ghosn va succéder à Louis Schweitzer à la tête de Renault tout en demeurant PDG de Nissan. Il présidera alors un ensemble qui vend une voiture sur 10 dans le monde. Avec une production de près de 6 millions de véhicules, l'alliance Renault-Nissan est le 4e constructeur mondial. Nous sommes en 2005 et Carlos Ghosn, en plus d'être PDG de Nissan, prend la direction de Renault. 2 entreprises, 2 continents, pour un seul homme. Dans les airs, il dirige à distance. À Davos, on le compare à Steve Jobs. À Paris, il dîne à l'Élysée. Et à Tokyo, il est célébré comme l'homme qui a sauvé un fleuron japonais. Pendant plus d'1 décennie, tout semble lui réussir. Mais à mesure que son empire grandit, le doute s'installe. Renault s'essouffle, Nissan s'émancipe, et Carlos concentre de plus en plus le pouvoir. Ses alliés se taisent, n'osent plus trop le contredire, et ses détracteurs s'organisent. Lentement, presque imperceptiblement, la fissure commence à apparaître.
Nous sommes en 2014 au château de Versailles. Officiellement, on fête le 15e anniversaire de l'alliance Renault-Nissan. Mais, hasard de calendrier ou non, Carlos Ghosn fête également ce même jour son anniversaire. Une soirée privée digne de Louis XIV. À l'époque, personne ne s'en émeut. Carlos Ghosn est au sommet du monde industriel. Mais derrière le faste et le succès, des enquêtes discrètes commencent à se dessiner. Les pratiques financières de Carlos Ghosn sont scrutées, la presse japonaise et les autorités françaises examinent des soupçons de revenus non déclarés, de transferts de fonds, d'emplois fictifs et d'avantages perçus à titre personnel. Chaque signe de richesse, chaque soirée, chaque appartement devient potentiellement une pièce du puzzle judiciaire. Le mythe de l'homme invincible commence à connaître quelques remous. Nous sommes le 19 novembre 2018 à l'aéroport Tokyo Haneda. Après des mois d'enquête et de surveillance, l'avion de Carlos Ghosn se pose. Costume impeccable, mallette à la main, il pense se rendre à une simple réunion du conseil de Nissan. Mais au bas de la passerelle, ce n'est pas l'accueil qu'il attendait. Une dizaine d'hommes se trouvent là, procureurs, policiers, représentants du ministère des Finances. L'un d'eux s'avance, le mandat d'arrêt est présenté. À cet instant précis, Carlos Ghosn comprend que la réunion n'aura jamais lieu. Les accusations tombent. Dissimulation de revenus, abus de confiance aggravé. Carlos Ghosn est isolé dans une cellule de 8 mètres carrés. Interrogatoire interminable, lumière qui ne s'éteint pas, silence pesant. Les images font le tour du monde. Quand vous êtes en prison, que vous êtes abandonné par tout le monde, que tout le monde vous tape dessus, c'est atroce. Parce que là, vous êtes mort. En prison, c'est la mort. Moi, j'ai été traité, mais comme un animal, pas comme un être humain. Mais Ghosn refuse de plier. Depuis sa cellule, il se rêve en martyr. Il accuse Nissan de trahison, la justice japonaise de torture psychologique et la France d'abandon. This is about a plot. This is about conspiracies. This is about backstabbing. That's what we're talking about. Après environ 100 jours en cellule, il obtient une première libération sous caution en mars 2019, assortie d'un contrôle judiciaire très strict. Interdiction de quitter le Japon, passeport confisqué, surveillance permanente. En avril, il est arrêté une seconde fois avant d'être à nouveau libéré sous caution. À ce stade, il n'est ni acquitté, ni libre au sens où on l'entendrait en France. Il est en attente de procès, sous contrôle judiciaire serré, et tenu de rester sur le territoire japonais. C'est dans ce contexte que les révélations sur les dépenses de Versailles refont surface. Au Japon, où l'ostentation est mal perçue, l'affaire alimente l'idée d'un dirigeant vivant hors de tout cadre. Et dans la presse mondiale, les enquêtes se multiplient. L'image bascule. Pour les uns, il s'agit d'un règlement de compte interne de Nissan. Pour les autres, plutôt de la chute d'un exécutif persuadé d'être au-dessus des règles. Nous sommes fin 2019, plus précisément près d'un an après sa première arrestation. Carlos Ghosn vit toujours en liberté sous caution. Il est assigné à résidence dans un petit appartement du quartier de Minato. Toujours pas de passeport, toujours pas de contact avec son épouse et toujours l'interdiction de quitter le Japon. Des caméras le filment à chaque sortie, chaque déplacement est signalé aux autorités. Mais Carlos Ghosn ne supporte plus l'attente. Il dit vivre sous pression constante, surveillé, humilié. Alors il décide d'en finir à sa manière. Il entre alors discrètement en contact avec un ancien militaire américain, Michael Taylor, spécialiste des opérations clandestines. Objectif, quitter le Japon sans passer par la douane. Le plan est risqué et vraiment improbable. Mais Ghosn dispose d'argent, de contacts et d'un réseau de fidèles. 29 décembre 2019, Carlos Ghosn organise un repas chez lui pour faire diversion. Pendant ce temps, 2 hommes le rejoignent discrètement. Dans une pièce voisine, une grande caisse noire attend. Une malle pour instruments de musique, percée de trous d'aération. Carlos Ghosn se glisse à l'intérieur. Le couvercle se ferme. Personne ne le voit partir. La caisse est transportée en van jusqu'à l'aéroport d'Osaka. Elle passe les contrôles sans être ouverte. Les agents pensent qu'il s'agit de matériel audio.
À 23h10, elle est chargée dans un jet privé. Le vol décolle pour Istanbul. À bord, Carlos Ghosn reste enfermé plusieurs heures dans cet espace exigu. Et le 30 décembre 2019, le jet atterrit à Beyrouth. Carlos Ghosn vient de réussir ce que tout le monde pensait impossible, fuir le Japon sans passeport, sans autorisation et sans même provoquer la moindre alerte. À Tokyo, c'est la stupeur. Les procureurs parlent d'une honte nationale. En fuyant Tokyo, Carlos Ghosn s'est soustrait à la justice nippone, car au Japon, pas de procès en l'absence du mis en cause. Le Premier ministre exige des explications. De son côté, au Liban, Carlos Ghosn réapparaît quelques jours plus tard devant la presse. Il entre dans la salle en costume sombre, l'air calme, derrière lui les drapeaux libanais, devant une centaine de journalistes. Je suis ici pour vous expliquer pourquoi je suis parti. Je n'avais pas d'autre choix que de me protéger et de protéger ma famille. Au cours de sa prise de parole, il dénonce le système judiciaire japonais, qu'il qualifie de piège à étrangers, et affirme avoir été victime d'un complot interne à Nissan. Mais à ce moment-là, beaucoup voient autre chose. Un milliardaire qui a réussi à échapper à la justice grâce à son argent et à son influence. À Beyrouth, Carlos Ghosn s'installe dans la maison que Nissan lui avait achetée quelques années plus tôt. Il donne des interviews, organise des conférences, reçoit des documentaristes. Il parle de rédemption, d'honneur, de vérité. J'ai vécu 13-14 mois où j'étais anesthésié. J'avais très peu de sentiments. Je n'avais pas peur, je n'avais pas d'espoir, je n'étais pas optimiste, je n'étais pas pessimiste. Mais cette anesthésie, c'est une façon de surmonter la douleur et la souffrance qui vient avec une situation comme ça. Donc je savais que dans tous les cas que c'était destructeur, qu'il fallait surtout l'arrêter. Ce que je peux vous dire, c'est que quelque part, je suis mort le 19 novembre 2018. Mais derrière les mots, derrière les conférences de presse répétées, derrière le récit soigneusement façonné de l'homme victime d'un complot industriel, où se situe la vérité ? Carlos Ghosn n'a pas été arraché à son procès, il l'a quitté, délibérément, en pleine nuit, dans une caisse, en franchissant clandestinement les frontières d'un pays dont il dénonçait les règles, mais dont il n'a jamais laissé la justice s'exprimer. Alors, est-il libre ? Oui, libre de parler, de circuler, de reconstruire sa vie, mais est-il blanchi ? Non. Le doute n'a pas été levé. La justice n'a pas tranché. Son histoire, elle, reste suspendue entre héroïsme industriel et soupçon de faute majeure. D'autant que les poursuites judiciaires ne s'arrêtent pas aux frontières japonaises. En France, Carlos Ghosn est aujourd'hui visé par 2 mandats d'arrêt internationaux. Le dernier s'inscrit dans une information judiciaire ouverte en juillet 2019 pour corruption, trafic d'influence, abus de biens sociaux et recel. Au cœur de ce dossier, une affaire particulièrement explosive, 900 000 € versés entre 2010 et 2012 à Rachida Dati, alors avocate de RNBV, une filiale néerlandaise de l'alliance Renault-Nissan, lorsque Carlos Ghosn en était le PDG. Ces honoraires, perçus alors qu'elle était parallèlement députée européenne, posent une question centrale au juge. Est-ce qu'il correspondait à un réel travail juridique ou à une activité de lobbying déguisée interdite à tout élu ? En juillet 2025, les juges d'instruction ont ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Rachida Dati et de Carlos Ghosn dans ce dossier. Un premier procès est annoncé pour septembre 2026 à Paris. Les 2 mises en cause contestent fermement les accusations. Alors, si Carlos Ghosn vit aujourd'hui libre au Liban, où il livre sa version des faits et se présente comme la victime d'un système arbitraire, sa liberté reste relative. Poursuivi dans plusieurs pays, toujours visé par des procédures en cours, il reste un homme sans verdict, ni condamné, ni blanchi.